Et salut à tous, c'est Vince sur Plot Time. Tout d'abord, merci. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, juste merci pour votre retour. Je ne m'attendais pas à un tel succès venant de ma dernière vidéo sur Blanche-Neige. Vraiment, encore une fois, c'est assez hallucinant. Alors, je suis moins fréquent, je pense que vous avez remarqué, je poste moins de vidéos qu'avant. Par contre, je poste de beaucoup plus grosses vidéos, voilà, plus travaillées, plus recherchées. Voilà, je prends un peu plus mon temps, mais j'aime bien être ce genre de personne-là, voilà, je lâche de plus gros missiles. C'est-à-dire que, ne serait-ce que cette vidéo que je vous sors maintenant là, j'aurais pu la sortir un peu plus tôt, mais j'ai préféré attendre que les choses se tassent, de façon à vous sortir une vidéo plus complète sur le sujet. Donc voilà, ma chaîne YouTube a clairement pris un gap supplémentaire, soit environ 10 000 abonnés. En à peu près 2 mois, ce qui est du jamais vu, enfin je n'ai jamais fait ça. Moi j'ai fait, très exactement, j'ai réussi à faire, je crois, quelque chose comme 30 000 abonnés en un an. En 2024, donc il y a un an, j'ai fait, il me semble, hein, il faudrait que je revérifie les chiffres, mais je crois que j'ai fait 12 000 abonnés sur un an entier. Voilà, donc c'était l'année la moins performante par rapport à l'année 2023 où ça a vraiment explosé. Et là, je commence à peine 2025 et boum, tac, voilà, 10 000 abonnés en 2 mois. Donc c'est vraiment, c'est assez hallucinant, je me sens petit. On va me dire l'inverse, on va me dire que ouais, tu devrais sentir au compteur grand. Non, je sais pas, je me sens petit. Enfin, c'est très bizarre, c'est comme impression. Et j'ai peur à chaque fois de faire de la merde. Donc voilà, il faut vraiment que je fasse gaffe à ce que je dis et ce que je fais. Et donc voilà. Mais en tout cas, c'est assez encourageant et ça me motive à continuer. Et aussi, ce qui m'indique que je suis sur le bon chemin, c'est que mine de rien, ma quantité d'ennemis est en train de monter en flèche. C'est en train de bondir. Donc déjà, ne serait-ce que sur ma dernière vidéo, j'ai fait presque 1 millier de dislikes, c'est mon record. Hein. D'ailleurs, la vidéo sur Blanche-Neige, hein, c'est mon record. C'est le meilleur démarrage de ma chaîne. Alors après, à voir si les vues continuent. Mais c'est le meilleur démarrage de ma chaîne, je n'ai jamais fait ça. Et c'est aussi la vidéo qui a cumulé le plus de dislikes. Donc 1 millier presque de dislikes. Pour à côté 14 000 likes, donc voilà, on est bien, voilà, en termes de ratio on est bien, mais c'est là quand même, il y a des gens qui sont pas contents, il y a des influenceurs plutôt connus qui sont pas contents de me voir arriver. J'en ai même vu certains dire que vous, là, qui me regardez, vous avez du sang sur les mains. Ah oui, c'est ça, ça c'est assez inattendu, vous avez du sang sur les mains en me donnant autant de visibilité, voilà. Alors, spoiler, ce mec n'a vu aucune de mes vidéos, voilà, il n'a jamais vu une seule de mes vidéos. Et d'ailleurs, j'espère qu'il ne le fera jamais parce que s'il regarde mes vidéos, bah, forcément, il finira par comprendre ce qu'il a envie de comprendre. Enfin, ça, c'est vraiment le problème avec ces gens-là, c'est que même s'ils font l'effort, enfin, ils me critiquent en ne se basant que sur les miniatures, sur les titres et les quelques extraits sortis de leur contexte. Et même s'ils font l'effort de regarder ma vidéo entièrement, en fait, ils vont vraiment entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Moi, je vous mets vraiment au défi de regarder la vidéo de quelqu'un, une personne que vous aimez bien, et d'essayer de détourner ses propos dans l'autre sens. Enfin, en fait, on peut vraiment faire ce qu'on veut en étant de très mauvaise foi. Voilà. La mauvaise foi, c'est vraiment un pouvoir assez miraculeux. Bref, donc, tous ceux qui ne l'ont pas fait jusqu'ici, évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à rejoindre mon Patreon, enfin, en tout cas si vous en avez les moyens, parce que le 1er avril, il y a un nouveau podcast qui sort, un podcast évidemment très croustillant, très exotique, une fois encore. Voilà, promis, vous allez kiffer. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Bref, au sommet aujourd'hui, nous allons parler de Anthony Mackie, donc l'acteur qui joue le nouveau Captain America, qui apparemment est un gros mascu. Ah oui, ça c'est grosse nouvelle, hein, on n'était pas au courant. Une petite section box-office, contrairement à la dernière fois. En fait, le dernier sujet de la vidéo sur un plus gros morceau du box-office, vous allez comprendre. Une petite section flash news. Ensuite, nous allons ouvrir un gros sujet, hein, le succès triomphant du nouveau jeu vidéo Assassin's Creed Shadows, pour finir sur le gros bid de Blanche-Neige de façon à se consoler un tout petit peu. Alors, commençons gentiment par Captain America 4, donc, qui a été le dernier bid en date de Marvel avec l'acteur principal Anthony Mackie, qui ne se mange pas, hein, donc voilà. Il fallait bien que quelqu'un fasse la blague, qui s'exprime un peu sur la paternité et la masculinité. Je me suis dit que, j'ai vu ça, j'ai vu quelques citations, je me suis dit que ça valait le coup de vous en parler, hein, vu que bon voilà, ce sont des sujets que j'aborde beaucoup. Alors, je cite, il nous a dit « Ces 20 dernières années, nous avons vécu la mort de l'homme américain.
ils ont littéralement anéanti la masculinité dans nos foyers et nos communautés. Ensuite, il nous explique qu'il élève ses fils pour qu'ils deviennent des jeunes hommes respectueux, responsables et protecteurs de leur famille. Je garde mes fils humbles. Ils n'ont jamais eu de Jordan. Chaque fois que je pars travailler, je dis à mon fils de 15 ans, tu es l'homme de la maison, nous sommes des hommes. Si je ne suis pas là pour te protéger, tu le seras. On est des hommes, notre moustache frisote. Alors, je rappelle que l'acteur est quand même connu pour cette fameuse citation venant d'un podcast de Variety qui date de plusieurs années. Ça m'a vraiment dérangé d'avoir fait 7 films Marvel où chaque producteur, chaque réalisateur, chaque cascadeur, chaque costumier, chaque assistant de production, chaque individu était blanc. Apparemment, il n'était pas très content de voir qu'il était entouré de blancs, ce qui à la base n'était pas vraiment surprenant de la part d'une Amérique majoritairement blanche, mais soit. Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, il avait déclaré ceci. Nous avons eu un producteur noir, il s'appelait Nate Moore, il a produit Black Panther, et pour Black Panther, nous avons eu un réalisateur noir, un producteur noir, un créateur de costumes noirs et un coordinateur de cascades noires. Et je me dis que c'est plus raciste qu'autre chose parce que si vous pouvez engager des noirs que pour des films sur des noirs, vous dites en fait qu'ils ne sont pas assez doués quand vous avez une distribution majoritairement blanche. Et alors là, pour le coup, je n'ai jamais été aussi d'accord. Et là, en fait, on revient un petit peu à tout ce délire hystérique, cette prétendue discrimination positive qu'on a vue ces dernières années. Finalement, c'était extrêmement raciste. Voilà, là on a fait Black Panther, ils se sont dit, bah yes, on va faire un truc de noir. Voilà, c'est un petit peu la bête de foire. Voilà, on va exposer la bête de foire. Moi, ça fait beaucoup penser à ce film-là qui s'appelait Green Book, qui est un film excellent, où on avait un petit peu un noir qui allait montrer un peu ses prestations de pianiste dans l'Amérique la plus raciste. Et moi je me posais la question, mais pourquoi on a laissé un noir faire du piano devant des Américains? Et ce qu'on m'a expliqué, c'est parce que ces noirs là étaient un petit peu vus comme des bêtes de foire et c'était assez amusant. C'est un petit peu comme un spectacle d'ours. Et je l'ai vu exactement de la même façon ces dernières années avec cette discrimination positive. C'est ce quota forcé qui ne servait que de prétexte pour montrer en haut, voilà, au score EG, qu'on a bien validé nos points. Voilà, on a mis en avant vos noirs. C'est clairement ça, c'est clairement comme ça que je le vois. Ils ont mis en avant leurs noirs, voilà, et tout le monde est content. Et en vrai, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, ça m'a paru plutôt intéressant de vous montrer ces quelques citations d'Anthony Mackie qui est, qui est très engagé, on va dire. Et comme quoi, en fait, quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte que les deux combats soi-disant opposés sont en fait le même. Et là, nous allons tout de suite entamer une petite section box-office. Alors, je ne sais pas quelle sera la durée de cette vidéo. Je pense que ce sera plutôt court. Enfin, ça dépend de quelle façon j'aborde les sujets de fin. Donc voilà, la section box-office, j'ai noté Mickey 17, évidemment, comment ne pas le nommer, qui avait un budget de 118 millions de dollars et commence déjà à arriver en fin de course au box-office mondial avec une recette de 110 millions de dollars. Je vous rappelle que pour estimer la rentabilité d'un film, il faut multiplier son budget par 3. Et malheureusement, on est très loin derrière. Le film était prévu de sortir sur les plateformes numériques le 25 mars, soit seulement 18 jours après sa sortie en salle, ce qui est catastrophique, pour finalement être repoussé quand même le 8 avril, sans confirmation pour l'instant de Warner. The Electric States des frères Russo a fait ses débuts avec 25,2 millions de vues sur Netflix, ce qui est moins que The Gray Man, Damsel, Atlas et bien plus. Ce qui est catastrophique lorsqu'on sait que ce film est en fait l'un des plus chers de Netflix, environ 320 millions de dollars de production. Beaucoup pensent que ce film est une sorte de fraude, vous savez, un blanchissement d'argent, et d'ailleurs je pense que c'est quelque chose qui devrait être surveillé de près. Voilà, on a eu plein d'analyses, de vidéos sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques dans les productions qui, bon voilà, moi je dis que c'est à surveiller, on devrait on devrait envoyer des contrôleurs, c'est pas une blague. Le film obtient un score de 16% de la part de la presse, je crois, sur Rotten Tomatoes, ce qui est extrêmement bas, c'est catastrophique. J'ai vu le film, je n'ai pas fait de vidéo dessus parce que voilà, j'avais un peu la flemme, je me suis dit que bon, au lieu de vous parler de ça, j'allais vous parler d'un autre sujet. Mais j'ai vu le film, sachez-le, et il s'avère que, à mon goût, ce n'est clairement pas la catastrophe annoncée. Enfin, je m'attendais vraiment à une bouse atomique. Visuellement, je trouve irréprochable. Là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas trop d'arnaque par rapport à son budget. Ça, voilà. Là, au moins, il y a de l'action, c'est joli, c'est assez propre. Bon, là, voilà. Pour moi, il n'y a pas d'arnaque. Par contre, niveau histoire, c'est évidemment
c'est une catastrophe, voilà, c'est ce que j'appelle un énorme pot pourri de tout ce qui a déjà existé dans les sujets de science-fiction. C'est pas intéressant, les personnages sont pas intéressants, l'actrice c'est Millie Bobby Brown, je ne joue vraiment pas très bien. Voilà, on va pas enfoncer les portes ouvertes, c'est moyen. Je dirais pas que c'est catastrophique, je dirais juste que c'est moyen. Et avant d'entamer les deux plus gros sujets de cette vidéo, nous allons passer à la section Flash News. Donc qui, je rappelle, sont les quelques actus que je vais mentionner sans forcément donner mon avis. Le budget net pour The Mandalorian et Grogu est d'environ 144,6 millions de dollars. Cela en fait le Star Wars le moins cher réalisé par Disney. Et il faudra bien, car le bid risque de piquer quelque peu. Un nouveau film, Starship Troopers, est en préparation et apparemment il sera réalisé par Neil Blomkamp, qui, je rappelle, avait déjà réalisé District 9 ou encore tout récemment la très grosse surprise Gran Turismo. Donc je suis plutôt curieux, même si je pense que je n'arriverai pas à ne pas comparer ce nouveau film à son original. Walt Disney Animation ne développe plus de contenu original de longue durée, donc de long métrage pour Disney+. Bah oui, ça sert à rien en fait. Aucune IA générative n'a été utilisée dans la réalisation de ce film, c'est le message qui s'affichera au début du prochain film Avatar 3. Aujourd'hui, le Sans IA est en train de devenir un nouveau label au même titre que le Sans huile de palme. Et pour finir avec cette section Flash News, Nick Frost a été choisi pour incarner Hagrid dans la future série HBO Harry Potter. Et là je vais juste reprendre un commentaire que j'ai vu sur Instagram quand on avait annoncé le casting de McGonagall. Vous nous avez déjà perdu à Rogue. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Bien, nous allons pouvoir passer à la première partie du plus gros morceau de cette vidéo, Assassin's Creed Shadows, qui apparemment est un succès triomphant. Enfin, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous rabâche. On va en parler en détail. Assassin's Creed Shadows est apparemment le deuxième meilleur lancement, le deuxième meilleur démarrage de l'histoire d'Ubisoft. Le deuxième meilleur lancement après Assassin's Creed Valhalla. Et là, vraiment, il y a plein de choses à dire. Pour commencer, malheureusement, le jeu vidéo, ça ne fonctionne pas comme le cinéma. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au cinéma, il n'y a pas l'arnaque. Voilà. Au cinéma, quand un film bide, ça se sait. Ça se sait dès la première semaine, dès les premiers jours, ça se sait. Parce que ce ne sont pas les producteurs qui détiennent les chiffres, ce sont les cinémas. Voilà. Il n'y a pas de doute. Le streaming, c'est un petit peu plus délicat, parce qu'en fait, il y a un calcul basé sur les foyers, tout ça, sur la télévision, et en fait, les chiffres arrivent bien plus tard, et généralement, c'est sur la base de quelques sites comme Nielsen ou encore Samba TV, qui calculent sur la base du sol américain. Et pour les jeux vidéo, c'est très compliqué, parce que les chiffres sont détenus par, malheureusement, les éditeurs qui les conservent bien au chaud. Voilà. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'en partant de ça, on peut jouer avec les chiffres, un petit peu comme Disney s'amuse tout le temps à jouer avec les chiffres du streaming, voilà, pour nous faire croire que ceci c'est le meilleur lancement, c'est le meilleur succès de tous les temps. Oui, mais par rapport au plus mauvais succès. Voilà, c'est les petits farceurs, voilà, ce sont les petits coquins. Et là, je remarque que la nouvelle technique en ce moment des producteurs de films pour continuer de mentir et de tricher en changeant le chiffre du budget. Voilà. Et ce, généralement, en retirant le chiffre du marketing. Parce que généralement, voilà, là, c'est le seul truc où ils peuvent tricher. C'est le budget. Des fois, quand un film s'apprête à faire un gros succès, eh bien, on a des producteurs qui utilisent le gros budget comme argument de vente. Ça peut être un argument de vente. Faire croire, dire aux gens, regardez, ce film sera le plus cher du monde, donc allez le voir. Et du coup, ça donne. Les gens sont curieux, et les gens se disent, ah bah tiens, vu que c'est le film le plus cher du monde, je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler. Ça va être un gros spectacle. Et en fait, c'est la bouse. Et du coup, voilà, ça attire les gens au cinéma, mais parfois, ça peut se retourner contre eux quand ils ne sont pas sûrs que le film va marcher. Et bien du coup, ils cachent ils changent quelque peu le budget, ils cachent le budget marketing, le budget des reshoots, qui sont de plus en plus fréquents, notamment dans les grosses productions, notamment également dans Shadows, le AC Shadows, on en parlera après. Et par exemple, là, en fait, il y a eu un petit peu tromperie sur la marchandise du Captain America, le 4e, qui a été vendu au départ comme le film le plus cher de Marvel, et apparemment finalement non, ça n'a coûté que 208 millions, je crois, je sais plus, 200 millions de dollars. Du coup on se dit, ah tiens, c'est bizarre, ils ont changé le chiffre, c'est bizarre.
bizarre. C'est pareil pour Blanche-Neige, on nous avait dit que, ah bah tiens, c'est 250 à 300 millions de dollars de budget, en comptant le marketing, tout ça, et en fait on nous dit que, ouais, en fait non, c'est 200 millions, quelque chose comme ça, voilà. Ah bah oui, mais c'est d'accord, ça, ok, bon, ça change. En fait, on change un peu, voilà. Ils savent très bien que, en baissant le budget, en espérant que le film ait un bon démarrage, ça va pousser les gens à aller voir le film parce qu'ils vont pouvoir leur faire croire que le film a été rentable, voilà. Donc, t'as deux solutions, enfin, il y a plusieurs façons de manipuler le marché pour inciter les gens à aller voir un film, et pour le coup, on a voulu faire croire, entre le nouveau Captain America et le nouveau Blanche-Neige, que le budget n'était pas aussi fort que ça, ce qui fait que, bah, en fait, finalement, ça reste rentable, et bah voilà, comme ça, ils peuvent marquer, en gros, sur les journaux, que, bah voilà, c'est rentable, c'est un succès. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et pour les jeux vidéo, c'est un peu différent. Parce que voilà, vu que les chiffres, on ne les a pas sous les yeux, et bien en fait, ils peuvent mettre un petit peu les chiffres qu'ils veulent. Et là, en l'occurrence, ils ont mis le gros chiffre en avant, c'est, enfin, qui n'est pas vraiment un chiffre, mais en gros, on les a annoncé que c'est le plus grand succès d'Ubisoft derrière Valhalla. Donc c'est intéressant. Et pour aller plus loin, je vous invite vraiment à aller voir les analyses de Bugland ou encore le repère du gamer qui nous a fait de très bonnes vidéos sur le sujet. Et apparemment, comme d'habitude, Ubisoft ne nous dit pas tout. Ça a été pareil, je crois, aussi avec Dragon Age de Velgarn. C'était pareil aussi avec le nouveau Star Wars, enfin le jeu vidéo Star Wars d'Ubisoft. Encore une fois, des manipulations de chiffres, des petits mensonges par omission. Voilà, c'est le terme que je cherchais, mensonge par omission. Pour rassurer les gens et dire non, mais c'est bon, ça marche, achetez. Achète, ça marche. Et donc, après, voilà, c'est peut-être que le jeu marche réellement, mais dans ce cas-là, la question que je me pose, c'est, souvenez-vous de Black Myth Wukong, qui avait exposé fièrement ses chiffres de 10 millions d'exemplaires de vendus les premiers jours. Vraiment, Ubisoft, où sont ces chiffres? Si c'est le succès estimé, où sont ces chiffres? Alors, au moment où sortira cette vidéo, peut-être que les vrais chiffres vont tomber, et là, du coup, je fermerai ma gueule, mais du coup, où sont ces chiffres? Parce que là, apparemment, ça fait... on a estimé que 2 millions de joueurs jouaient sur Steam, je crois. Ce que on ne nous dit pas, c'est que c'est le premier jeu Assassin's Creed qui sort Day One sur Steam. Généralement, ça dure quelques mois. La sortie sur Steam arrive quelques mois, voire des années après. Je crois que Valhalla est arrivé 2 ans après. Valhalla, je crois, a fait 22... je sais plus, enfin 20 millions de ventes, quelque chose comme ça. C'est ça, j'ai les chiffres et apparemment, Valhalla, c'est 20 millions de ventes en 2 ans. Ce qui est assez colossal. Donc... voilà, pour ce Shadows, je suis très curieux s'il va arriver jusqu'ici, parce que évidemment que le jeu allait faire plusieurs millions de ventes. Enfin, c'est un blockbuster qui a bénéficié d'une grosse campagne marketing, par contre, c'est un AAA qui a coûté extrêmement cher. Je crois qu'on est autour des 300 millions de dollars, parce qu'apparemment, l'Eurotar également, ça a un coût. Je vais vérifier encore une fois. Alors là, je vois qu'apparemment, ça coûtait carrément 400 millions de dollars. Enfin, pour 300 millions de dollars, moi j'ai fait mon petit calcul, il faut... mais grand minimum 10 millions de ventes d'exemplaires de vendus, pour ne pas dire 11 millions, pour estimer le jeu vraiment rentable. Voilà. Donc accrochez-vous Ubisoft, parce que il va falloir cacher vos chiffres suffisamment longtemps pour continuer d'inciter les gens à acheter le jeu, bref. On va partir du principe que le jeu est un succès triomphant. Moi j'avais dit, lorsque j'avais parlé de ce jeu pour la première fois, j'avais dit que la polémique du jeu serait à double tranchant. Soit la polémique allait faire un effet négatif, donc qui allait inciter les gens à ne pas acheter les jeux, ou ce qui est un peu arrivé avec Star Wars Outlaw, ou soit c'est le contraire, soit ça allait faire une pub mais colossale, ça allait faire découvrir les Assassin's Creed aux gens qui ne connaissaient même pas. Ce qui est quand même assez surprenant parce que cette licence est mondiale, voilà, donc je ne sais pas qui ne connaît pas le jeu, donc voilà, c'est assez curieux. La balance pour moi penchait plus du côté négatif, mais on n'était pas à l'abri d'un succès avec ce jeu. L'autre chose que j'ai noté, si on parle du principe que le jeu a marché, eh bien c'est la preuve encore une fois. Alors, je marche sur les braises, mais c'est la preuve encore une fois que les gens préfèrent acheter des jeux avec un personnage masculin jouable, parce que voilà, on a eu le jeu Star Wars. Voilà, c'était uniquement un personnage féminin, ça n'a pas marché.
parce que en fait, si vous regardez un petit peu, et enfin, je sais que c'est un sujet sensible, mais en même temps, faut dire les termes. Les jeux avec les personnages féminins, généralement, ça marche. Il y a un vrai public, mais c'est plus un public de niche. À part des personnages vraiment sexualisés comme les Lara Croft, hein, qui ont fait leur succès sur des corps sexualisés. Enfin, j'en ai déjà parlé hein, dans ma vidéo sur les jeux vidéo où j'abandonne cette génération. Donc c'est soit tu sexualises à mort ton personnage féminin, et encore, hein, parce que même dans ce cas-là, on a des succès de niche, donc quelques millions, ce qui est déjà très bien. Et en fait, on a quelques exceptions, la fameuse expression, l'exception qui fait les règles, quelques exceptions comme Horizon, où on joue un personnage féminin, qui je crois fait partie des jeux les plus vendus de tous les temps, mais en partant du principe que c'est le seul, hein, je crois que c'est le seul parmi les jeux les plus vendus de tous les temps, où on a un personnage mis en avant comme ça, ça signifie que les gens n'ont pas acheté pour le personnage féminin, mais bien parce qu'il y a des gros robots dedans et tout ça, alors que les Assassin's Creed, on va pas se mentir, si on achète ces jeux-là, c'est pour l'allure du personnage principal. Voilà, pour moi ça a marché parce que sur la jaquette on a un gros viking barbu mascu, ça donne envie. Ça fait saliver. Bref, bon, évidemment je taquine un petit peu, c'est juste une petite réflexion de gros réac que je me suis faite. Malheureusement aussi, ça c'est un truc que je trouve assez triste, c'est que la volonté de voir ce jeu marcher ou non devient purement idéologique. Je vois sur Twitter évidemment le camp, il y a le fameux camp anti-woke, le camp woke qui s'affrontent, et en fait on a vraiment une guerre idéologique qui malheureusement va nous faire retarder encore et encore et encore, parce qu'on perd du temps. On perd du temps parce que moi ce qui m'intéresse finalement, c'est plus ce qu'on va faire du jeu, enfin la qualité finale, et je vois qu'on perd un peu de temps entre les gens qui vont soutenir le jeu parce que c'est woke, hein, si on veut, et les autres qui ne vont pas soutenir parce que c'est pas woke, et tout ça, ça camoufle le fait que, de ce que j'ai vu, notamment du côté des testeurs indépendants, eh bien le jeu est extrêmement décevant, c'est encore du Ubisoft classique. Comment on peut nous pondre un Ubisoft classique après, les retours quand même assez négatifs de Valhalla, enfin je sais pas, c'est très compliqué parce que c'est un peu la même chose du côté de la presse, on a des énormes gorges profondes, hein, pour parler poliment. Du côté des Assassin's Creed, moi je trouve Odyssey vraiment pas bon, et j'ai déjà fait un podcast entier pour parler de ça. Valhalla, je le fais en ce moment parce qu'on me l'a offert. Je le fais et je trouve franchement pas terrible en termes de open world, c'est assez catastrophique. Il y a bon, voilà, on va pas en parler en détail, et apparemment ce Shadow c'est encore et encore la même chose. J'aimerais vraiment un nouveau jeu Assassin's Creed qui sort du lot, enfin qui vraiment au même titre que Zelda a réussi à sortir du lot. Je pense que le côté Japon féodal aurait été le meilleur moment pour sortir du lot. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Après voilà, les gens ne sont pas d'accord. Je vois un camp qui dit que c'est la même chose que les anciens Assassin's Creed, mais sans les défauts. Et on a d'autres qui disent que c'est catastrophique, voilà, ça n'évolue pas. Compliqué, hein. Aussi, j'aimerais vous parler un petit peu de Culture Crave. Voilà, c'est une page Twitter, hein, une page X si on veut, que je suis depuis quelques temps, qui donne un petit peu des news, de l'actualité, qui fait le point sur l'actualité pop culture. Il y a un truc d'extrêmement intéressant que j'ai noté, c'est que même si ce compte est plutôt neutre, évidemment, hein, un petit peu comme tout le monde, les seuls moments où elle n'est pas neutre, enfin voilà, je sais pas comment expliquer, mais elle agit, comment dire, c'est un petit peu comme Hugo Décrypte. Hugo Décrypte se la joue neutre, alors qu'en fait il ne l'est pas. En fait. Voilà, c'est juste qu'il met en avant les actus qu'il arrange, qui va dans son narratif. Et en fait c'est un petit peu pareil, parce que même si ça ne parle pas de politique, il va mettre un petit peu les actus qui vont dans son sens, dans le sens politique du terme. C'est-à-dire que par exemple, on a le gros bide de Blanche-Neige, on n'a eu aucune nouvelle sur ça, c'est le silence radio, genre il n'en parle pas. Par contre, il a mis en avant le prétendu succès d'Ubisoft, voilà, avec le nouveau Assassin's Creed Shadows. Bizarre ça, hein, c'est vraiment... j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, c'est... En plus, ce compte bloque les comptes qui ne vont pas dans son sens. C'est très bizarre, moi je dis que le temps va encore nous donner raison. Rendez-vous, hein, pour le prochain rapport trimestriel, je crois, d'Ubisoft. Le rapport financier, je crois, qui va nous donner un petit peu les vrais chiffres par rapport à ce nouveau Shadows. Hein, je suis très curieux. Voilà. Moi au moins j'ai la pudeur de vous dire ça, hein, j'ai la pudeur de vous parler du prétendu succès de Shadows, hein, et d'ailleurs
Encore une fois, je n'ai jamais nié le fait que ça pouvait marcher. Assassin's Creed, c'est une grosse licence, une licence à succès, évidemment, que des gens vont acheter. Mais il ne faut pas nier non plus quand un gros film, un gros blockbuster, se plante au box-office. C'est vraiment, mais, la mauvaise foi, vraiment. Et je terminerai sur une chose avant de passer au gros sujet suivant. Si ce fameux Assassin's Creed Shadows est un vrai succès, je ne veux plus voir le terme Go Broke, que j'ai toujours déploré. Voilà. Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, pour moi, Get Go Broke, on devrait mettre un sous-titre en dessous qui est selon le contexte. Voilà, il y a des niches woke qui marchent très bien. Il y a plein d'exemples de jeux très woke, un petit peu comme The Last of Us 2, qui auraient pu être boycottés à l'époque. Voilà, c'est juste que les gens suivent un mouvement. Voilà, il y a le mouvement anti-woke qui prend de l'ampleur et qui, ça j'en ai parlé à plusieurs personnes, mais qui devient un petit peu moutonnier, si je puis me permettre, hein, voilà, je suis un peu sévère, mais qui vient un peu moutonnier, les gens suivent parce que c'est un peu à la mode, sans vraiment comprendre la substance, sans comprendre ce qui en retourne. En tout cas, rendez-vous dans les semaines, voire les mois à suivre, pour savoir ce qu'il en retourne de ce nouveau jeu Ubisoft. Ok, petite interruption, j'ai enregistré cette vidéo le jeudi, je me suis couché et dès le lendemain, une news est tombée. Voilà, une news extrêmement importante qui va un petit peu contre-argumenter tout ce que j'ai dit sur le fameux Assassin's Creed Shadows. Il s'avère apparemment que Tencent, donc le monstre chinois, rachète une part de Ubisoft, et même une grosse part. Alors, je vous lis un morceau du premier article sur lequel je suis tombé qui en parle. En effet, Ubisoft et Tencent vont bel et bien s'associer pour créer une toute nouvelle filiale. Cette dernière n'a pas encore de nom officiel. On sait déjà qu'elle sera dédiée au développement des licences les plus importantes d'Ubisoft, à savoir Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Cette licence est d'ores et déjà valorisée à hauteur de 4 milliards d'euros et Tencent y apporterait pas moins de 1,16 milliard d'euros pour la détenir à environ 25%. Donc apparemment, ce sont des Chinois qui auront la main sur ces grosses licences, enfin, en tout cas qui vont développer ces grosses licences-là. Pareil, encore une fois, hein, je vous ai mentionné le Repère du Gamer, il en parle aussi assez bien. Donc, ce qui signifie que, en fait, on s'en fout. Tout ce que je vous ai dit sur Shadows, on s'en fout. Parce que ça marche ou ça ne marche pas, c'est fait. Voilà, le plus gros a été fait, ça a été racheté par des Chinois. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein. Donc apparemment, les Chinois possèdent déjà des parts dans des trucs très progressistes. Je sais pas, il faudrait que je me renseigne plus sur la question parce qu'apparemment, ce n'est pas le monde des bisounours qu'on imagine. Mais le fait est que apparemment, ce sont des Chinois qui vont s'occuper de ces grosses licences-là. Ce qui signifie que Shadows marche ou ne marche pas, c'est fait, voilà, le plus gros a été fait, ça a été racheté, et ça n'aura plus la même gueule, voilà. Donc là, s'il y a une chose que je vais bien surveiller, ce sont les prochains jeux d'Ubisoft qui sortiront d'ici à peu près 2 ans. Je ne pense pas qu'il y aura de nouveaux Far Cry ou encore Assassin's Creed d'ici 2 ans, et là, je suis vraiment très curieux, je suis très très curieux, voilà. Donc, affaire à suivre. Bien, nous allons continuer sur le petit lot de consolation, c'est le gros lot de consolation avec Blanche-Neige qui, évidemment, sans trop de surprise, aux USA est un véritable flop avec 43 millions de dollars. Lors de son premier week-end, le film signe son pire démarrage pour un remake live action de Disney. Il me semble que c'est en dessous de Dumbo qui n'a pas été très rentable, mais qui, je le crois, avait coûté moins cher. Nous avons La Petite Sirène qui avait fait un démarrage avec 85,5 millions de dollars pour ses 3 premiers jours, ce qui est signé le 5e meilleur démarrage pour la période du Memorial Day. Voilà, j'avais retenu mes respirations, j'avais fait gloup, pour finalement s'apercevoir avec grande joie que ce film a fait prout. Il nous a lâché son plus beau prout, il n'a pas été rentable parce qu'il a coûté trop cher. Voilà, c'est ainsi. Le budget de Blanche-Neige était estimé à 270 millions à 300 millions de dollars. Voilà. En prenant en compte le budget marketing, les reshoots, ça coûte cher, ça coûte de l'argent, et oui, changer un film qui avait pour substance le progressisme et voir des morceaux progressistes dépassés, ça fait peur, voilà. Donc, pourquoi ce film, selon moi, mérite à 100% tout ce qui se prend dans la tronche? Pour moi, c'était vraiment, comme j'expliquais dans ma vidéo critique, le point culminant, voilà. Et avant tout, j'ai un petit message à faire passer à mes confrères, voilà. Mes très chers confrères, vous m'avez déçu.
Je suis très déçu par votre attitude. Je pense que quand les choses vont se tasser, les gens vont accepter que ce film est une effroyable merde. Voilà, c'est... Non, je dis ça parce que je vois tous mes confrères qui se sont battus contre Disney, contre ce futur projet de Disney de Blanche-Neige. Finalement, ils ont nuancé leurs propos. Bon, je pense que vous allez vous reconnaître. Je crois qu'il y avait Dirty Tommy, il y avait Mad Matt aussi, il y avait Écran Fou aussi. Alors, je rigole, hein, évidemment, je rigole. Il y a pas de problème. Hein, ils ont leur avis, j'ai les miens. Mais je pense que avec le temps, ils vont finir par acquiescer le fait que ce dernier film a été assez affolant. Et enfin, exactement ce que moi j'ai fait avec le dernier film, le reboot de Resident Evil, qui pour tout le monde était un énorme nanar. Moi, je l'ai vu, je m'attendais tellement je m'attendais tellement à une abomination, à la pire engeance possible, la pire création, l'insulte à l'humanité, vraiment. Je m'attendais à une telle horreur que quand je suis allé voir ce film, je me suis dit, je suis désolé, mais pour moi, ce film est meilleur que la saga de Paul William Scott Anderson. Mais c'est clairement au-dessus. Hein. Déjà, c'est plus fidèle. Ça ressemble vraiment à Resident Evil. Il y a plus d'ambiance, tout ça, ça se veut horrifique. Donc c'est plus fidèle, encore une fois, aux bases. Par contre, c'est pas bon. Enfin, j'avais clairement dit, c'est pas bon, mais c'est clairement pas le nanar qu'on nous disait. Et finalement, voilà, le temps est passé, j'ai acquiescé, je me suis dit que bon, ok, d'accord, j'avoue, c'est de la merde. C'est un nanar, ok, mais je suis désolé, c'est pas pire que la première saga. C'est vraiment pas pire, mais vraiment, vraiment, vraiment pas pire. Bref, et je pense que ça va être un peu la même chose avec ce Blanche-Neige pour eux. Ils devaient s'attendre à une telle merde, à une telle bousasse, que finalement, eh bien non, ça n'a pas été la bousasse estimée, mais moi c'est très compliqué. Enfin, moi en fait, j'ai vu ce film, je savais que ça allait être comme ça. Et en fait, en sachant que ça allait être comme ça, parce que n'oublions pas qu'il y a eu les reshoots, n'oublions pas qu'il y a eu le fameux report d'1 an. En fait, moi je m'attendais presque à mieux, parce que pour ce report, je pensais vraiment que Disney allait changer de fond en comble le film et faire en sorte que ça ressemble le plus possible au film original. Voilà. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, attendez, mais ils nous ont encore remis les 7 bandits qui jadis devaient être les 7 nains. Ils sont là. Et moi je pensais qu'on allait les retirer à 100%. Et en fait non. Et c'est, comment dire, c'est une vraie chimère. Vraiment c'est une abomination. Par rapport au contexte, je pensais pas que ça allait être aussi catastrophique. C'est d'un moche. Vraiment, le seul en qui je suis en accord, c'est Merej. Voilà, Merej, il a fait une critique avec laquelle je suis complètement en accord, mais c'est vraiment, mais quand tu sais qu'ils ont repoussé le film, je pensais vraiment que ça allait être autre chose. Je m'attendais à ce qu'ils cachent le moindre détail, vous savez, de déconstruction, de progressisme, et au final, waouh, ah la vache, mais qu'est-ce que ça devait être à la base? Vraiment, je me pose la question. Oui, voilà, j'ai été obligé de faire une petite pause, parce que j'avais un truc sur le bout de la langue que je n'arrivais pas à me souvenir. Ce que je voulais dire, c'est que, pour moi, il y a trop de trucs disqualifiables. Il y a trop de trucs, quand je regarde le film, je me dis non, ça c'est disqualifié. Tu ne peux pas proposer un film potable juste avec ces quelques détails. Pour moi, la robe de Blanche-Neige, c'est disqualifié. Les 7 bandits qu'on voit à l'écran avec leurs costumes, c'est disqualifié. Le côté bordélique dans l'univers, c'est disqualifié. Les nains en CGI, qui carrément ont été rajoutés lors de l'année de report, hein. Voilà, on le sait tous, voilà, ça n'a pas marché avec les 7 bandits. Disney a vu que, ah bah tiens, finalement ils sont pas contents. Allez, on repousse, on va remettre les vrais nains, on va les insérer de force dans le film, on va faire des reshoots, on va rajouter le baiser du prince charmant, voilà, ils sont contents, les gueux, c'est disqualifié. Puis la coupe de cheveux de Blanche-Neige, c'est disqualifié. Mais il y a trop de trucs où pour moi c'est disqualifiable, voilà. Et aussi, enfin, alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, évidemment, mais l'argument pour justifier la couleur, enfin non, le nom Blanche-Neige, c'est complètement con. Mon Dieu, ce que c'est con. Mais je voulais expliquer, hein, c'est parce qu'en fait, apparemment c'est lié au fait qu'elle soit née lors d'un blizzard, et du coup ça n'a plus de rapport avec sa couleur de peau. Voilà, blanche comme neige, les lèvres rouges comme le sang, les cheveux noirs comme l'ébène. Évidemment, on a les petits rigolos qui nous disent que sa couleur de peau n'avait aucun impact sur le scénario. Alors d'accord, ok. S'ils veulent jouer à ça, on peut très bien jouer à ça, voilà. Black Panther, par exemple. Pourquoi on dit Black? Pourquoi Black Panther? Bah, ça fait référence au côté majestueux de la panthère noire, évidemment. Non. Black Panther, c'est parce que ça fait référence à la couleur de peau.
Ne soyons pas cons. Et d'ailleurs, ils en sont très fiers, les Noirs l'assument parfaitement. Il n'y a pas de honte, hein, d'ailleurs, hein. Ça fait référence à la cour de peau. Enfin, il y a certes la panthère noire, mais pourquoi on a choisi une panthère noire? Parce que c'est noir. C'est vraiment d'une hypocrisie, je vous jure. Donc voilà, il n'y avait pas de honte à garder, à conserver le nom Blanche-Neige, voilà. Enfin, au pire, mais vraiment, moi ce que j'aurais fait à leur place, enfin, pour marcher sur le moins de casseroles possible, bon déjà j'aurais pris une actrice qui correspondait vraiment au rôle. Pour moi, Rachel Zegler, c'est une catastrophe dans ce film. Pareil, je vois des gens qui sont pas d'accord. Il y a des gens qui disent que finalement c'est le meilleur truc du film. Oh, la vache, c'est... Enfin, la direction d'acteur, je ne pense pas que ce soit une mauvaise actrice, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'un acteur, ça se dirige, voilà. Quand on a une mauvaise direction d'acteur, on a de mauvais acteurs. Enfin, Gal Gadot, je pense que tu peux la faire bien jouer si tu la diriges vraiment au poil de cul. On a eu plein d'exemples comme ça dans l'histoire du cinéma, avec des acteurs qui jouent bien dans un film et qui jouent mal dans l'autre. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. On aurait dû prendre une actrice qui correspondait vraiment au rôle, et ensuite, simplement, ne pas faire mention de pourquoi elle s'appelle Blanche-Neige. Voilà. Je crois que c'était comme ça dans le film Blanche-Neige, les chasseurs, qui avait un esthétisme vraiment très propre à lui, et c'est pareil, enfin, quitte à faire un film Blanche-Neige pour renouveler la franchise Blanche-Neige, enfin, pour relancer un petit peu... ouais, c'est ça, la licence, de façon à conserver, comment dire, les droits d'auteur, parce que je crois que c'est pour ça qu'ils ont fait ce film, et c'est pour conserver le droit d'auteur Blanche-Neige. Eh bien, autant faire un nouveau format de Blanche-Neige, un petit peu comme l'avait fait Blanche-Neige et les chasseurs, qui était assez intéressant dans son style graphique. Je vous invite vraiment à aller voir ce live en présence de Atom, qui est un spécialiste en effets spéciaux, en visuel, et on parle beaucoup de ça, sur le fait que le visuel du film est quand même assez moche. Moi, ce qui me choque, c'est le côté artificiel, le côté jaune pipi. Enfin, je crois que c'est comment il s'appelle ce critique anglophone, Critical Drinker, qui avait utilisé ce terme. C'est jaune pisse. C'est vraiment ça. Mais d'un lait. Enfin, artistiquement parlant, c'est d'un lait. Vraiment, je ne comprends pas comment on peut dire que ça va. Ça se regarde, non, c'est dégueulasse, c'est juste, ce film mérite à 100% tout ce qui se prend dans la gueule, entre le foutage de gueule, la propagande, le long étalage, les longs discours de Rachel Zegler, le report pour nous faire croire que tout va bien, les mensonges Disney, et le fait qu'en plus de ça, le film soit dégueulasse par rapport aux retouches qu'il a eu, et qu'il n'a pas réussi à avoir l'air, enfin, à mes yeux potable. Non, je suis désolé, ce film mérite à 100% tout ce qui se prend dans la tronche. Désolé Disney. Après, encore une fois, on ne va pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans la vidéo sur voilà, l'impact de nouveaux gouvernements américains sur la pop culture, qui évidemment aura un gros impact sur la suite de Disney. Maintenant, Disney ont toutes les cartes en main pour faire de bons trucs. C'est à eux de décider ce qu'ils vont faire. Voilà. Là, ils sont en train de préparer le nouveau Avengers. Voilà. Le casting est apparu. Un casting fort en fin de service. Je ne vais même pas vous le dévoiler parce que voilà. Vous savez pourquoi, hein. C'est bourré de... C'est qui nous spoil, hein. Je me suis fait spoiler, voilà. On nous spoil le fanservice, tout ça, les personnages censés être une surprise. C'est un peu dommage, voilà, je me suis fait spoiler. Bon, voilà, ils avaient peur du non-succès. Ils ont balancé tout ça, ils ont balancé la purée. Apparemment, on aura un Chris Hemsworth au premier plan, je crois, hein. Évidemment, comment ne pas être séduit, voilà. Les frères Rousseau, je sais plus s'ils sont sur le projet, j'aimerais vraiment. Donc je pense que la renaissance de Disney se fera là. Voilà. Les Marvel, là on aura encore un rejet des derniers Marvel pourris, là le prochain Thunderbolt, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Thunderbolts, voilà. On va encore se manger les derniers rejets de Marvel, on va bien voir ce qu'il en est des cas fantastiques. Celui-là il m'intéresse, je suis très curieux même si le casting... c'est... ouais. Voilà. Mais voilà, il m'intéresse, et pour moi, la vraie renaissance de Marvel, de Disney Marvel, peut se faire avec le prochain Avengers. On verra bien. Le suspense est à son comble. En tout cas, je vous remercie une énième fois, j'ai beaucoup parlé, heureusement que j'ai pas mis trop de sujets dans ce podcast, je sais pas combien de temps il va durer, je sais pas si le montage sera long. J'en profite encore une fois pour vous remercier de me suivre, voilà, merci de vous être abonné à ma chaîne. Merci pour les retours positifs, parce qu'évidemment, même si je me fais beaucoup d'ennemis, il y a évidemment beaucoup plus d'alliés, de frères d'armes, de chevaliers qui me défendent, et ça fait plaisir. Donc merci encore. N'oubliez pas, une fois encore, mon Patreon en lien en description et en commentaire épinglé pour écouter mon prochain podcast qui sera plutôt juteux. Je vous disais là, ciao, et à la prochaine.